G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque lundi, on parle de sport, on parle de tout ce qui se passe autour. On respecte l'adversaire, mais on est chauvin. Surtout ce soir, on est heureux. On a 3 médailles à célébrer, en or, en argent, en bronze. Et elles sont toutes remportées par le même homme, un surhomme même, Florian Joigny. Bravo. Merci. Et merci d'être là. Avec plaisir. Elles sont là, les médailles, elles sont très belles, elles sont encore toutes fraîches et on sent que c'est encore l'heure de faire la fête. Champion paralympique à Tokyo en paracyclisme, en handbike plus exactement. On va tout savoir avec vous dans un instant car on fête aussi le retour des brûleurs de l'eau en championnat devant leur public. Et ça, c'est une super nouvelle après 1 an et demi de disette mais aussi de bizarreries. Dommage pour un sport aussi beau auquel on va rendre hommage. Ici avec le président du GMH 38, les brûleurs de loup, Jacques Rebaud, bienvenue. Bonsoir. Et si on ne vous fait pas venir ici ce soir, célébrons Joël Champagne, capitaine des brûleurs de loup, capitaine emblématique. Déjà, merci d'être là. Merci à vous. Ça va ? Ça va bien. On va arrêter de faire des vannes sur votre nom, mais quand même, ce soir, on a plein de choses à célébrer. Donc, si on ne le fait pas ce soir, on va jaser dans quelques minutes autour de votre saison, bien sûr. Mais d'abord, c'est l'actu. Et c'est du ballon rond avec un défi très relevé qui attendait le GF38, qui pourtant avait démontré qu'il pouvait battre le TFC. Mais pour ce déplacement au goût de revanche chez les Toulousains qui avaient éliminé Grenoble des barrages d'accession en Ligue 1, la partie allait vite tourner à l'avantage des Hauts-Garonnais, leaders de Ligue 2 et invaincus. Toulouse a régné sur cette partie comme sur le championnat, une victoire 4-1, avec une éclaircie qui est venue du côté de Grenoble, signée Achille Anani. En toute fin de partie, le Grenoble Foot 38 est 16e du classement à la veille de la réception de la Lanterne Rouge Nancy. Le voilà, le but d'Achille Anani. Et c'est ce mardi, effectivement, que le GF38 reçoit Nancy. Un match, lui aussi, au goût de revanche. On verra ça dans l'agenda en fin d'émission. Un petit rappel aussi, les rugbymen du FCG se sont inclinés jeudi dernier à Aurillac. Dommage, Aurillac avant-dernier du championnat. Il y avait un coup à jouer. Ils se contentent finalement du bonus défensif. Les joueurs de ce staff complètement renouvelé cette année. Nouvelle équipe, nouveau staff. Les Grenoblois tenteront de faire beaucoup mieux vendredi prochain. La saison vient juste de commencer. Un petit rappel aussi, les Amazones, elles ont perdu. Elles viennent de commencer leur championnat d'élite féminine. Elles ont été battues chez le Stade Français 17-3. Et le vélo, bonne nouvelle à la côte, sur les côtes. Alors, on commence avec l'Ultra Raid de la Meije. C'est une course magnifique avec un décor vraiment somptueux. Et donc, ces côtes qui ont souri de nouveau à Jonas Buchot, qui a été vainqueur déjà en 2019. Cette fois, le coureur originaire de la Maurienne a bouclé les 117 km en 9h17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a devancé de 40 minutes ses poursuivants. Et un grand bravo aussi à la première femme, Danielle Troche, j'espère que je n'écorche pas son nom, au terme de 13h15 de course. Et puis un bravo aussi à un jeune Antoine Boutsock, coureur du GMC 38 et Formation, vainqueur de la grimpée cycliste de Prapoutel. Il gagne au sprint la montée de 15 km en 43 minutes et 29 secondes. Et puis Marion Sicot gagne son pari et signe le record du monde de dénivelé en 24 heures sur les virages de l'Alpe d'Huez. L'ancienne cycliste professionnelle totalise 15 339 mètres de dénivelé positif et gagne un défi contre elle-même 2 ans après avoir été suspendue, contrôlée positive à l'EPO et victime de harcèlement par son ancien manager. Cela a été reconnu, il a été écarté. Elle assume ses erreurs et elle veut repartir. Elle s'en est donné les moyens et ça passe par des efforts surhumains, notamment qu'elle a accomplis ce week-end. J'ai mal partout, du doigt de pied à la tête, quoi. J'ai tous les muscles du corps, que ce soit les bras, les mains, j'ai eu même des ampoules aux mains, enfin j'ai mal partout. Là à la fin tu pédales que avec ta tête, parce que tu as les sensations, elles sont collées, tu zigzags, tu es complètement perdu, enfin
tu sais même pas comment tu pédales, quoi. Tu tournes les jambes, mais tu sais, c'est juste pour, entre guillemets, survivre, pour ne pas tomber, c'est tout. Il n'y a pas d'erreur, hein. 15 339 mètres de dénivelé positif. Vous vous rendez compte? Impressionnant. Ça fait quand même beaucoup. Exactement. Et la montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 virages mythiques qu'on retrouvera, c'est une quasi-certitude. Au programme du Tour de France 2022 en juillet prochain, ça sera confirmé le 12 octobre avec la révélation du parcours. Un terrain de légende pour le Tour et un terrain de jeu pour ses héros beaucoup plus discrets. Alors c'est un coup de cœur de l'été. Amir, c'est un développeur iranien qui était en vacances dans les Alpes et il s'est donné pour objectif de réaliser le plus de dénivelé possible sur cette montée de l'Alpe d'Huez. Nos confrères de l'Alpe d'Huez TV l'ont rencontré. Vous l'avez très certainement déjà croisé dans la montée de l'Alpe, voire même encouragé. Amir a choisi les 21 virages de l'Alpe d'Huez comme terrain de jeu de son incroyable défi. 340 heures de vélo dans le mois, jusqu'à 12 montées par jour, ont fait d'Amir la coqueluche des virages. C'est marrant car la première semaine, les gens pensaient que j'étais fou. Après un peu de temps, à force de dire bonjour et de sourire, ils commencent à comprendre que c'est sérieux et que j'ai un objectif. Plus de 200 000 mètres de dénivelé, des courbes sur Strava qui donnent le vertige. Mais dans cet exploit sportif personnel, sans sponsor ni même encadrement, il y a pour Amir une indéniable prouesse psychologique et un formidable dépassement de soi. Personne ne me force à faire ça. Donc tous les jours, en me réveillant, je peux dire non, je ne veux pas y aller. Je le fais pour moi et c'est ce qui rend la chose difficile psychologiquement. Car je peux abandonner à n'importe quel moment. Si je dis « Ok, aujourd'hui, je n'y vais pas », rien ne se passe. C'est l'un des plus beaux mois de ma vie, même si ça peut sembler bizarre. Car j'ai fait plus de vélo que je n'ai marché et j'ai fait plus de vélo que je n'ai dormi. Une quête personnelle et solitaire qui n'exclut pourtant pas l'autre. Même si c'est seul sur son vélo face à lui-même qu'Amir a atteint son but, son exploit reste une aventure humaine pleine de partage. Ce qui est vraiment unique quand vous faites ce genre de choses, c'est la connexion que vous arrivez à avoir avec les gens. Certains des chauffeurs de camions ou des bus m'ont vu 6, 7, 8 fois par jour. Et à chaque fois, on s'est fait signe et on s'est souri. Et c'est quelque chose que j'emporterai avec moi longtemps, tout au long de ma vie. Voilà, 340 heures de vélo dans le mois, 200 000 mètres de dénivelé. Florian, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est impressionnant, ouais. Je ne connaissais pas le bonhomme, mais en plus l'Alpe d'Huez, je connais bien la montée parce que c'est à côté de chez moi. Et, ouais. D'ailleurs, on en parlait juste avant, vous avez croisé Marion alors? Bah ouais, j'avais pas entendu parler de son défi et ce week-end je suis allé à l'Alpe d'Huez et donc je l'ai vu sur les routes en train de monter. Elle montait encore pas mal, ouais. Elle montait plutôt vite, hein, ah, ouais. Même. Et vous l'avez dépassé? Ouais, bah, j'étais en voiture. Ah bah ouais, bah donc forcément, mais il y a eu un bon orage dans la nuit, donc j'imagine que ça n'a pas été simple pour elle. Ouais, conditions compliquées. Alors vous, votre terrain de jeu, ce sont les 21 virages. Alors en voiture, donc on la prend, mais aussi la descente de Sarenne après la grimpée, c'est au-dessus de chez vous? Ouais, bah même j'ai fait mon stage de préparation des Jeux pendant 3 semaines à l'Alpe d'Huez pendant le mois de juillet là. Donc col de Sarenne, l'Alpe d'Huez, je connais bien. Et on profite encore aussi, parce que c'est plutôt joli, mais il faut y aller quand même. Ouais, bah faut appuyer sur les pédales, ça monte. Donc, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est joli, c'est agréable de rouler par là-haut. Allez, on fait un dernier petit clin d'œil à Émilien Jacquelin, qui aurait pu en faire autant à vélo. L'ancien cycliste, désormais champion du monde de biathlon, a préféré la course à pied en raison d'une blessure au bras. Il s'est cassé le radius après une chute à vélo, justement. Et il remporte avec le sourire le 10 km de la foire de Savoie à Chambéry. C'est un petit clin d'œil parce que je crois que son frère Clément Jacquelin est un élément très important dans votre préparation et dans vos performances. Ouais, je connais bien Clément, il fait de belles choses et on a travaillé ensemble pour améliorer quelques pièces sur le vélo. Un petit clin d'œil à toute la famille Jacquelin de Villars. Allez, on a un petit jingle pour vous. Allez, on y va.
Et oui, une autre médaillée olympique, médaillée d'argent comme vous, hein, Laura Tarantola. Et donc, le bronze en contre-la-montre, l'or en épreuve en ligne et l'argent sur le relais. 3 courses, 3 médailles, 3 métaux. C'est ça le Graal dont on parle tout le temps? Bah ouais, enfin, là, la collection est complète, donc ça aurait été dur de faire mieux, donc je suis content, quoi. Vous étiez outsider, comme on dit. Alors, on va revoir ces images de l'or, bien évidemment. Est-ce que ça reste le plus beau souvenir sur cette course sur route, l'épreuve en ligne? Ouais, ça reste le plus beau souvenir parce que j'ai vraiment pu la savourer. J'avais pas mal d'avance sur le deuxième, donc voilà, j'ai apprécié la dernière ligne droite. Et puis c'est toujours particulier d'arriver tout seul. Sur un contre-la-montre, on passe chacun notre tour, donc faut attendre que tout le monde soit arrivé pour connaître notre place. Là, sur la course en ligne, on part ensemble et c'est le premier qui passe la ligne qui gagne. Donc voilà, c'était un grand moment. Oui, alors un grand moment, on aurait aimé entendre beaucoup de célébrations tout autour. Malheureusement, le public n'était pas là. Les tribunes, oui, on en voit. Vous êtes célébré par votre staff, votre entourage. Vous avez senti ça ou vous étiez déjà complètement dans votre bulle et rempli de joie? Ah ouais, pendant la course, il y avait le staff sur le bord. C'était sur circuit, donc je les voyais plusieurs fois. Et puis à l'arrivée, voilà, il y avait le coach Laurent Thirionnet qui était là, les mécanos, donc c'était sympa de partager ça avec eux, même si la famille n'était pas là. Je savais qu'ils me regardaient à 3h du matin derrière l'ordinateur, mais ouais, c'était quelque chose qui restera, qui me marque, quoi. Qui m'a marqué et qui restera. Et qui marque encore. Je vois, vous avez la chair de poule là en flag. Et c'est vrai que si on encore un petit peu, nous aussi, on l'a ici, parce que les images qui symbolisent tout, c'est celle-ci, c'est cette Marseillaise, c'est ce podium. Aujourd'hui, effectivement, on déplore quand même l'absence de public. On voit juste ces quelques personnes. On s'était habitué de toute façon à ces jeux Covid. C'est vrai que c'était la règle. L'essentiel, c'était d'y être. C'était d'être médaillé aussi pour vous. 3 médailles, on le voit ici avec vos coéquipiers, donc médaillés d'argent sur le relais. Celle-ci, c'est le pompon. J'imagine qu'elle est encore plus... cet argent a une saveur vraiment particulière. Ouais, c'était déjà la dernière épreuve, donc il fallait finir sur une bonne note, notamment pour Loïc qui avait déjà fait même 2 médailles en individuel, mais Riyad n'avait pas de médaille, donc ça nous tenait à cœur d'aller la chercher pour lui. Et puis la partager avec les copains, ça a une autre dimension qu'une médaille en individuel. Mm-hmm. Et alors, on sait que vous célébrez ici encore aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez ce que vous avez vraiment accompli? C'est encore tout frais, c'était il y a quelques semaines. Ouais, ça fait toujours bizarre de voir un peu les images parce que, moi je l'ai vécu de l'intérieur, mais voir à la télé, ça fait bizarre, surtout que j'avais pas trop vu d'images là-bas au Japon parce que je pouvais pas capter la télé française et puis j'avais pas trop le temps non plus de regarder. Mm-hmm. Mais c'est spécial. C'est beaucoup de travail aussi, c'est sûr. Ouais, bien sûr. De toute façon, sans travail, on n'arrive à rien. Mais ça fait 9 ans que je fais du handbike, un peu plus de 5 ans en compétition. Et puis, je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc, c'est du boulot, mais c'est du plaisir surtout avant tout. On va faire un peu de sensation aussi. Je peux vous demander à quoi vous pensez à ce moment-là? Là, celui-ci? Pendant la Marseillaise, justement, je repensais un peu à tout le chemin parcouru depuis mon accident, tous les entraînements avec les copains, les dernières semaines, les derniers mois, où on rêvait d'une Marseillaise et puis elle était là, c'était ce moment-là, donc top. On va la voir et la revoir encore, hein, cette Marseillaise. Nous aussi, on s'en lasse pas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail. On va revenir dans un petit instant, justement. Mais là, on célèbre encore. Et lundi dernier, vous avez reçu le témoignage, justement, de tous vos efforts et de tout votre mérite. Vous avez été décoré chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. Alors, on n'a pas eu à vous chercher trop longtemps. On vous a trouvé tout de suite. Hein, on peut vous voir à l'Élysée. Quand même, l'Élysée, c'était, j'imagine, impressionnant. C'est très cérémonieux. Mais on vous voit ici. Comment est-ce que vous avez vécu cet instant? C'était un honneur d'être récompensé directement par le président de la République. Donc, c'était un chouette moment.
Vous sentez aussi le poids de cette légion, cette légion d'honneur. Comment est-ce que vous l'acceptez? Ouais, c'est un peu particulier. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose pour mériter la légion d'honneur. On me la remet, c'est chouette. Hein, je suis honoré, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment quelque chose pour mériter ça. C'est du sport. Je fais une compète, j'ai gagné, voilà. Mais on va en parler, mais c'est vrai que c'est du sport, c'est aussi beaucoup d'espoir aussi, c'est beaucoup de joie pour la nation. On vous voit tous ici, tous les médaillés olympiques, paralympiques, donc vous étiez juste à côté du président. C'était fait exprès pour la photo? Moi, en fait, je suis arrivé dernier. Je suis parti aux toilettes, je suis revenu, on m'a dit c'est la photo, donc je me suis mis devant. Et allez, voilà. Entre Brigitte et Macron et le président de la République. Une autre cérémonie, d'ailleurs, vous attend un samedi 2 octobre à 16h. Là, ce sera à Bourdoisan. Ça devrait être la fête. Hein, apparemment, c'est ce qu'on m'a prédit, qu'il allait y avoir de l'ambiance. Ça, on s'en doute. On essaiera d'être là d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Bon. Si on arrive à faire des images, mais ça devrait être quand même plutôt sympa. Vous célébrez beaucoup, bien évidemment. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours, est-ce que vous y êtes encore? Mais c'est le type de médailles et d'exploits qu'on peut profiter. On peut profiter et célébrer entre amis. Apparemment, ouais. Je suis bien sollicité, que ce soit un peu par les communes, les copains, tout le monde veut un peu la fêter, donc puis tout le monde n'est pas dispo aux mêmes dates, donc voilà. Tous les soirs, on enchaîne. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Un petit coup d'envoi peut-être à prévoir. Je ne sais pas si vous avez la main là-dessus. Si, bien sûr. Si vous faites l'honneur d'être présent et de pouvoir exposer vos trophées et nous raconter un peu votre histoire, ce sera un super moment pour nous en tout cas. On serait extrêmement honorés. Ce sera avec plaisir. Je garde tout le téléphone et puis on essaie de se faire ça tout de suite après, mais ce serait vraiment bien, quoi. Ah, ça serait génial. Vous êtes déjà allé voir les brûleurs de loups? Non, jamais, ce sera... On a David qui était souvent là. David Smetanine, bien sûr, nageur, qui était à Tokyo aussi, qui n'a pas eu de médaille, mais beaucoup de mérite aussi. On organise souvent des événements autour du handicap. Pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on serait très, très honorés, vraiment, de vous avoir avec nous. Je viendrai avec plaisir. C'est gentil. Il y aura du champagne aussi, mais pas que lui. Il y en aura deux. Vous jouez au handi-hockey aussi? À Grenoble, on a une toute petite activité, mais effectivement, ça existe en France. Et il y a vraiment, et puis dans les pays d'Amérique du Nord, il y a une réelle compétition avec beaucoup d'effervescence autour de tout ça. C'est en train d'arriver très fort. Ouais, et c'est assez génial à regarder. Florian, vous avez 29 ans. Vous roulez donc, comme on dit en français, ou en québécois plutôt, qui aime beaucoup franciser aussi. Nous, on est très anglicistes. Donc, handbike, on dit vélociman. Donc, un vélociman catégorie H2. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous êtes tétraplégique, Florian, c'est ça? Ouais, je suis touché au niveau des cervicales. Donc, en plus d'avoir des séquelles au niveau des membres inférieurs, j'ai aussi une atteinte au niveau des membres supérieurs. Notamment, on voit sur le vélo que j'ai les mains attachées aux pédales parce que je ne peux pas serrer suffisamment fort les poignets. Donc, là, c'est chez vous, justement. On va pouvoir voir comment est-ce que vous vous équipez, le maillot, bien sûr. Et donc, effectivement, voilà, les mains sont accrochées au poignet. Il n'y a pas de danger avec ces équipements à être accrochés. Enfin, c'est comme les pédales d'un cycliste sont calées c'est ça. Après, il y a des petites adaptations, que ce soit pour passer les vitesses ou pour freiner. Donc, mais bon, après, c'est une habitude à prendre. Effectivement, au début, ça fait bizarre, mais aujourd'hui, c'est naturel. Là, c'est chez vous. Et puis, régulièrement, vous allez de Bourdoisan, où vous habitez, où habite notamment votre famille, votre maman, jusqu'au campus aussi, où vous avez votre appartement. Ouais. Bourdoisan, le campus, c'est une petite route, mais pour vous, peu importe, j'aime bien faire les voyages. Grenoble-Bourdoisan, je connais bien. Et puis... j'alterne un peu les entraînements en fonction de la météo. Je regarde où est-ce qu'il fait le plus beau et puis je roule en fonction. Ouais. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire de Florian Joigny, c'est un garçon qui adorait la vie, les sports extrêmes, le ski notamment. Et puis, vous avez eu un accident il y a 10 ans. C'était en 2011, c'est ça? En 2011. Vous êtes passé par des états de désespoir absolu, vous qui aviez justement fin de sensations fortes et fin de vie. Et puis les valeurs, vraiment votre famille et le sport vous ont vraiment tracé une nouvelle vie.
Ouais, alors je dirais pas de désespoir absolu parce que j'ai toujours gardé l'espoir justement, mais je suis passé par des moments difficiles, ça c'est sûr. Tout de suite après l'accident, quand un médecin t'annonce que tu es tétraplégique, que tu auras des séquelles à vie, tout ça, il faut du temps pour l'encaisser et puis du temps pour se relever et puis de l'abnégation pour repartir de l'avant, reprendre le sport, etc. Et c'est le sport, c'est quelque chose que j'aimais avant. Et pour moi, c'était inenvisageable d'arrêter. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et ça a été le handbike. Ouais, avec toujours finalement cette philosophie de voir ce qui est à prendre plutôt que ce qui est derrière vous, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que j'aime toujours regarder de l'avant et pas trop regarder derrière. C'est pour ça que les médailles, c'est bien, c'est fait. Mais maintenant, il en faut d'autres. Il faut trouver autre chose pour avancer. Ouais. Et surtout, donc, le handball, c'est une chose. Le triathlon, c'en est une autre. Et l'Ironman, Florian Joigny a été le premier à boucler un Ironman en entier. Premier français. Ouais, tétraplégique, premier européen. Tétraplégique. On est deux dans le monde à avoir fait sans assistance un Ironman avec les valides et puis dans le temps imparti. Ouais. C'est-à-dire le vrai Ironman, donc les distances en natation. 3 km 8, 180 km en vélo et puis un marathon en fauteuil du coup. Ouais, une belle journée. Ouais. Voilà. Là, vraiment respect. Et puis, encore beaucoup de travail donc, à accomplir. Quand on a déjà 3 médailles, on arrive à se remettre un petit peu dedans et à se dire, voilà, mon prochain objectif, c'est quoi? C'est les 3 médailles d'or? Ouais, oui, moi, je suis rentré, je suis retourné à l'entraînement parce que j'aime bien ça. Alors, sans faire forcément du travail spécifique, mais simplement c'est bon pour la tête et tout ça. Donc, le plaisir, en fait. Ouais, le plaisir. Ouais. Le plaisir. Et puis, Paris, c'est déjà dans un coin de la tête et il faudra essayer de faire mieux que le trio bronze, argent, or. Donc, y être, c'est déjà un exploit. C'est pour ça qu'il faut aussi remettre vraiment la valeur de votre exploit dans cette réalité. C'est très difficile de se qualifier pour les Jeux. J'ai failli ne pas y être. Hein. Les sélections se sont faites sur les championnats du monde 1 mois et demi avant. J'ai fait 2 médailles de bronze et en fait, on était plus de podiumables au jeu qu'il y avait de place. Donc c'était compliqué pour les sélections et j'étais dedans, donc content, heureusement, mais ça aurait pu être autrement. Et là, on se dit pas d'invitation parce qu'on a eu des médailles sur Paris. Non, il faudra se qualifier. Ah, c'est pareil. Maintenant, faut pas se tourner les pouces et faut s'entraîner. Et faudra faire des bonnes coupes du monde, des bons championnats du monde avant 2024. Ouais. Et pouvoir faire la fête, parce que est-ce qu'au Japon, vous avez pu célébrer un petit peu? Les protocoles étaient quand même assez restreints. Non, il y avait beaucoup de restrictions et personnellement, j'ai pas fait la fête au Japon. Mais une belle vue quand même, vous avez au moins profité de ça. Au pied du mont Fuji, c'était pas mal. C'était joli, avec vue sur le lac et le mont Fuji, c'était sympa. Pas de JO pour l'équipe de France. Alors le Canada, oui. Mais les Français n'ont pas pu se qualifier pour les prochains Jeux de Pékin. Pas grand-chose. Hein. C'est vrai, ils se sont très bien débrouillés par contre, mais le niveau était très fort. Les Lettons, c'était une très bonne équipe. Puis c'est dommage qu'on aurait aimé ça les voir au JO. Dans 4 ans peut-être. Je ne sais pas si Damien Fleury, le capitaine, sera encore là. Pourquoi pas? Il est capable de beaucoup, ce garçon, bien évidemment. Merci. On se retrouve à la patinoire Pôle Sud. Hein. On compte évidemment sur vous. Où la patinoire Pôle Sud va afficher une belle affiche. Hein. Grenoble-Amiens, ça sent bon. Les confrontations comme on les aime et comme on les a aimées aussi. C'est historique, les Grenoble-Amiens. Il y a toujours une histoire autour de ces rencontres-là. Donc, ça veut dire que c'est un bon match de Ligue Magnus. Ça veut dire qu'elle est de retour. C'est vendredi, c'est à 20h et en public. Donc, j'imagine que vous trépignez tous les deux. Oui, nous avons très, très, très hâte de commencer la saison tout d'abord. Et de plus de jouer devant le public aussi. On sait qu'année passée, on a joué devant personne. Oui, c'est ça. Donc, ça va être spécial. On va y retourner. D'ailleurs, c'était le 1er septembre, le premier jour du renouveau. D'ailleurs, un match amical contre Chamonix, c'était en public. Enfin, et notre reporter Arthur Glory y était pour aller rencontrer le public. Ils sont enfin de retour, pas aussi nombreux mais tout aussi bruyants, ces supporters qui n'avaient pas rempli les gradins de Pôle Sud depuis 18 mois. Fini le huis clos, place au spectacle et pour un match amical, ils ont quand même donné de la voix.
L'occasion de se retrouver et de frissonner à chaque duel pour les partisans des brûleurs de loups. On s'est retrouvés surtout les amis et puis ouais, voir du beau spectacle, un beau match et puis profiter, prendre du bon temps. On est un peu toute la famille fan de hockey sur glace. La dernière fois qu'on est venu, ça devait être pour les playoffs contre Chamonix, il y a 18 mois. Et on a suivi entre-temps l'équipe de France, on a suivi le recrutement. Et là, pour l'ouverture de la saison, on voulait être là pour voir un peu la nouvelle équipe, quoi. C'est que du bonheur de revenir, de enfin vivre ces sensations avec cette ambiance. Il manque un peu de monde. Je crois que c'est aussi dû que demain, il y a la rentrée scolaire. De voir les joueurs, de voir l'ambiance, d'être avec la foule, c'est génial. Et si le huis clos était une frustration pour les supporters, les joueurs avaient très mal vécu cette demi-saison en silence. Et ils n'acceptent toujours pas d'avoir dû se séparer de la Coupe Magnus remportée en 2019. L'âme de la patinoire retrouvée, à eux maintenant de s'imposer. Malgré l'ouverture du score par Chamonix, les brûleurs ont su inverser la tendance et gagner 2-1. Le minimum pour cette équipe qui veut tout gagner cette saison. Ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait, ça fait vraiment du bien, c'est motivant, c'est comme je disais, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes, on refait du hockey avec du public comme à l'époque, on avait oublié ces sensations et c'est vraiment bon de retrouver un public grenoblois. En plus, ils étaient très chauds ce soir. C'était pas rempli, mais on les entendait, donc ça fait plaisir. Nous, on attend beaucoup du public parce qu'on est vraiment content de les retrouver et on espère qu'ils vont venir à la guerre avec nous, mais après c'est nous sur la glace et nous ici les objectifs ils sont clairs, hein. On joue pour tout gagner, donc oui il y a des attentes, il y a des objectifs à réaliser et aujourd'hui on travaille fort pour se donner les moyens d'être prêts toute l'année. Après cette première réussite, Pôle Sud attend le retour de la Ligue Magnus en espérant pouvoir la suivre jusqu'au bout. Non, regardez, c'est vrai que vous faites un peu des câlins sur la glace, c'est les matchs amicaux, c'est normal, hein? Oui, c'est normal, hein, c'est sur la glace des émotions, puis des fois, faut jouer dur. C'est ça, il faut faire un peu le ménage pour les contrôler. Un peu. Bien sûr. On est effectivement vraiment content de revoir ces images en public, puisque l'an dernier, les matchs officiels de Ligue Magnus, ça ressemblait à ça. Et on s'est jamais vraiment habitué à ces buts marqués en silence. Alors, il y avait un petit peu de musique, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Vous l'avez très mal vécu, ça, les joueurs. Ouais, pour de vrai, c'est un peu dommage à dire, mais on s'est un peu habitué à ça. On n'a pas le choix. C'est notre sport, c'est notre travail, mais fallait quand même jouer. C'est sûr que les spectateurs nous manquaient à chaque match, mais non, mais c'est ça, c'est dommage. Puis, comme que je dis, on a très hâte de recommencer la saison avec nos fans. C'est vrai. Alors nous, on s'y est pas habitués, vous peut-être aussi, puisque c'est votre travail aussi, et avec ces objectifs de victoire. On rappelle que vraiment, les brûleurs de loups, le hockey sur glace, c'est une fête, c'est culturel à Grenoble. Florian va découvrir ça. C'est une célébration aussi, et c'est très fédérateur, faut le dire. Oui, c'est entre le sport, le show, et cette influence d'Amérique du Nord, enfin tout ce melting pot fait que ce sport est un magnifique moment de communion, aussi bien que le public entre les joueurs. Et on essaie de travailler là-dessus. Et je pense que c'est une alternative, c'est un mix entre le sport et le spectacle. Et on est sur cette dynamique-là et les joueurs contribuent à cela. Alors comme le disait Joël, ils sont habitués à jouer sans public, mais on avait cette frustration. Et l'image que j'ai envie de donner, c'est comme si on demande à un restaurateur de préparer, de dresser, de servir et qu'il n'y a pas de clients. Donc il peut se faire plaisir à préparer, mais il ne peut pas prendre du plaisir à voir les gens apprécier ce qu'ils proposent. Donc c'est un petit peu tout ça qui s'est mélangé pendant une année. Et là, on revient tout doucement à la vraie vie, celle de partager et de communier. Et je pense que tu as eu aussi ces moments-là et tu as vécu ce plaisir du sport, mais aussi de communier, de partager, c'est aussi très grand. Et je suis vraiment béat d'admiration. J'ai plein de sentiments qui me montent quand tu nous expliques ton histoire. Et je trouve que c'est toute la beauté du sport, plus la beauté de l'homme en soi. Donc, non, je suis très admiratif.
C'est ça, il faut savoir qu'il y a plein d'histoires aussi. Derrière chaque joueur se cache aussi une histoire, des sacrifices, beaucoup de plaisir aussi et l'amour du sport. Et aussi donc une saison bizarre. Alors bien sûr, aucun sport n'a été épargné par cette crise sanitaire. Certains ont pu aller au bout, d'autres pas, et puis d'autres presque. Voilà, c'est aussi votre frustration de la saison passée. La Ligue Magnus, on a un petit peu avancé à vue, mais dans le brouillard, elle a été réduite de moitié, donc à 22 matchs. Un aller-retour. On avait dit au départ pas de champion, et puis les règles ont changé. En cours de route, le titre a été attribué à Rouen, demi-saison, on va dire, parfaite, qui méritait aussi et qui a vraiment survolé aussi ses adversaires. Mais vous avez vraiment beaucoup de frustration par rapport à ça. On peut dire que... Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, bien qu'on ait voulu m'attribuer cette étiquette. Je suis plutôt quelqu'un de conciliant, et si j'ai choisi le sport aussi pour m'exprimer, en tant que président, c'est d'avoir des règles, de les respecter, d'être le porte-drapeau d'un collectif, puisque je suis là aussi pour soutenir nos joueurs, nos partenaires, nos supporters qui vivent pour ce club. Le club a attendu 10 ans pour avoir un titre de champion, c'était en 2019, et c'était beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation jusqu'à ce titre-là, cette récompense. Et lorsque l'année, on parle de 18 mois, lorsqu'il y a 1 an et demi, le championnat s'arrête brutalement, on est encore champion en titre. Leader des phases régulières. Et on est leader des phases régulières avec 44 matchs dans un combat fratricide. Qualifié pour les demi avec 4 matchs, 4 victoires. Exactement, et avec vraiment de l'avance sur nos adversaires. Et là, on nous propose, est-ce que vous voulez être champion? Et pour moi, légitimement, le hockey, ça se gagne... C'est pas sur tapis vert. C'est ça. C'est pas comme ça. Oui. Et donc, nous ne sommes pas champions. Et l'année suivante, on recommence sur cette même base le championnat avec un aléa qui était le Covid. On nous dit, réglementairement, il n'y aura pas de champion. Il n'y aura pas de champion, quel que soit... Si on ne peut pas jouer nos 44 matchs, il n'y aura pas de champion. Il faut rappeler que la saison s'était jouée difficilement. Vous avez dû faire demi-tour parfois lorsque vous vous déplaciez pour des raisons de cas de Covid ou de cas contact. Vous aviez été à un moment donné décimé. Tout le monde était malade au même moment. D'autres non. Enfin, il n'y avait pas énormément d'équité aussi due à cette crise sanitaire et c'est ainsi. C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs des équipes où nous, on a fait 22 matchs. Il y en a des équipes qui en ont fait 23, d'autres qui en ont fait 26. Enfin, on était dans un flou artistique et en janvier, on nous dit, on va retenir uniquement un 22 matchs et à la fin, il y aura un champion. Je dis, mais depuis 4 mois que la saison a commencé, on nous a dit qu'il n'y aura pas de champion, et là on nous dit finalement il y a un champion. Oui. Voilà, donc je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais dans l'esprit, il y avait tellement d'iniquité, tellement de promesses non tenues, tellement d'engagement, que moi je trouvais légitime de défendre mes joueurs et de leur dire, nous l'année dernière on n'a pas été champion, les règles aujourd'hui n'ont pas été celles qui avaient été déterminées au début, et à la fin on nous dit il y a un champion, donc je n'étais pas d'accord. Et donc du coup ça s'est terminé là-dessus, mais voilà, j'en fais mon deuil avec, comme je le disais tout à l'heure lors d'un entretien, je ne suis pas rancunier, j'ai juste de la mémoire. Là, cette année, je suis certain que nos joueurs auront à cœur d'honorer Grenoble et d'aller chercher, comme le disait Peter ou comme le disait Joël, d'aller chercher le titre sur la glace. Donc j'espère qu'ils iront chercher le titre sur la glace et au moment de la coupe, on en reparlera. Exactement. Il y en a peut-être un qui a raison, c'est Nagui, vous savez, présentateur. Oui, tout à fait. Alors, on était tombé sur cette émission, donc ce jeu télé, c'est plus lui qui présente désormais, mais à ce moment-là, je crois qu'on est au mois de juin, on est fin juin, et donc la question à la candidate dans ce jeu de culture générale, c'était dans quel sport se dispute la Ligue Magnus, et voilà la réponse. Hockey sur glace ? Ouais. Il n'y a pas eu de championnat l'année dernière, évidemment, pour cause de pandémie. C'est donc Grenoble qui est toujours champion en titre, qui avait eu le trophée en 2019. Ça va faire 2 ans que ça n'a pas été attribué. C'est pas drôle. Passons vite à autre chose. Voilà. Alors, qui c'est qui a raison ? Je pense que c'est Nagui. Je me suis fait un plaisir d'envoyer cette petite vidéo à notre président pour lui rappeler que la vérité pouvait sortir aussi d'autres émissions. Du service public. C'est ça. Exactement. Allez, c'était pour taquiner, mais n'empêche, c'est vrai que ça nous a fait sourire. Et puis beaucoup de changements, bien évidemment. On se tourne vers l'avenir avec notamment, alors on va pas dire table rase, bien sûr, puisque Joël Champagne, le capitaine, est là aussi pour assurer ce rôle vraiment pivot de cette continuité. Mais ce nouvel entraîneur, un nouvel assistant, un nouveau gardien remplaçant. Vous avez vraiment connu beaucoup de changements ici à l'intersaison. On a vu beaucoup de garçons partir, notamment des trentenaires, des Américains aussi. Départ un peu surprise d'Alex Aleardi également ? Oui. On s'y attendait pas ? Non, du tout, puisqu'il me contacte le jour de son retour à Grenoble, puisqu'il avait pris son billet d'avion et pour des raisons familiales,
qu'il m'a longuement développé. Il a souhaité rester aux États-Unis et favoriser sa vie familiale plutôt que sa vie professionnelle. Parce qu'il faut savoir que la vie d'une femme de joueur, c'est beaucoup d'abnégation puisqu'elle suit son mari quelquefois de pays en pays, de ville en ville, et peu de vie sociale. Et là, elle avait, avec le Covid aidant, elle a trouvé une vie sociale et son mari a décidé de sacrifier une partie de sa carrière au profit de son épouse. Voilà, c'était un choix, on l'a respecté parce qu'Alex était une très bonne personne qui s'est totalement intégrée dans notre groupe. On a été d'ailleurs extrêmement déçus de le voir partir. D'ailleurs, on a du mal à le remplacer, mais effectivement, voilà, c'était son choix. Et ben bon, on a d'autres belles arrivées, on en attend encore d'autres, donc on espère que notre collectif sera très fort cette année pour pouvoir être emmené par Joël et pour pouvoir aller chercher ce trophée. C'est vrai qu'il y a effectivement du très haut niveau. Rassurez-nous, Joël, votre famille se plaît à Grenoble. Oui, tout toujours, le monde, les enfants. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on reste ici. C'est sûr. Il nous a permis d'ailleurs de convaincre un de nos très gros imports, c'est comme ça qu'on parle, qui est d'avoir Nicolas Deschamps qui est venu nous rejoindre et qui est un ami de Joël, puisqu'ils ont joué ensemble dans leur jeunesse. Et c'était, je pense, un des arguments qui a été soulevé à Nicolas Deschamps pour qu'il puisse venir nous rejoindre. C'était la façon dont Grenoble, notre territoire, était un très bel endroit. Un des meilleurs joueurs de Ligue Magnus, en tout cas. C'est exactement ça. Et comme au même titre que Joël. Exactement. Et que Damien Fleury, que d'autres. Et ça aide aussi d'avoir connu, on va dire, ces dernières saisons, d'avoir remporté le titre et de connaître aussi ce renouveau. Ça aide d'avoir une référence vraiment comme vous dans une équipe. Vous sentez davantage l'importance du rôle de capitaine ? Je pense que oui et non. Moi, en tant que capitaine, j'essaie de montrer l'exemple. Mais même si je n'avais pas le C sur le maillot, je montrais l'exemple quand même. Puis je dis toujours, tu n'es pas obligé d'avoir une lettre sur le maillot pour pouvoir montrer l'exemple. Tu peux le faire quand même, que tu sois un jeune ou un vieux, un étranger ou peu importe. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe en ce moment, c'est que tout le monde a un petit côté de leadership. Ouais. Avec beaucoup de motivation du côté des jeunes, vous faites un pari sur les jeunes, bien évidemment, avec des joueurs qui ont aussi connu les joies d'une Coupe Magnus. Vous sentez que le titre est vraiment à votre portée pour 2022 ? C'est encore très tôt pour le dire. C'est une saison, c'est très long. Ce qu'on veut en ce moment, c'est vraiment progresser. Puis après, rendu au play-off, on veut arriver en play-off et être le plus près possible. Pourvu que la mayonnaise est prise, comme on dit en français, je ne sais pas si ça se dit aussi en québécois. Oui, ça peut se dire. Voilà, avec autour de ce nouveau coach, donc Jyrki Yao, je le dis bien ? Ouais, je crois que c'est comme ça. Ça va, parce qu'il est finlandais. Vous parlez quelle langue dans les vestiaires ? C'est anglais. C'est anglais, pratiquement anglais. Tout le monde a une certaine base en anglais aussi. Les termes d'hockey en anglais, c'est quand même facile aussi à apprendre. Et c'est pas un handicap, en tout cas, pour l'instant, vous communiquez aisément ? Ouais, on communique très bien. Et j'imagine que tout s'est bien passé avec cette campagne de matchs amicaux, avec une belle affiche aussi pour commencer, Grenoble-Amiens vendredi, il y a beaucoup d'excitation. Oui, surtout, on a très hâte de commencer la saison. Ça fait presque un mois qu'on fait le camp d'entraînement, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'excitation. Est-ce que vous êtes entraîné sur, lorsque l'été était chaud, encore que cette fois-ci il y a eu beaucoup de pluie, sur des équipements de fortune, comme on les voit ici? En fait, ça c'est la petite nouveauté, c'est une patinoire synthétique qui vise aussi à promouvoir l'activité du hockey sur glace, à permettre à tout le monde de pouvoir tester le hockey. C'est confortable, je ne sais pas si vous l'avez testé, Joël? J'ai pas testé celle-ci, mais oui, ça peut ressembler à la patinoire, mais c'est quand même différent. Ça va un peu moins vite. C'est surtout utile pour la technique, je crois, ce type d'équipement quand on est un joueur. Oui, surtout, je dirais, pour les gardiens, je pense que c'est bien de s'entraîner là-dessus. C'est nouveau, ça, Jacques? Oui, c'est un nouvel outil dont on s'est muni pour pouvoir nous permettre d'aller vers probablement des jeunes enfants qui pourront tester le hockey, tester les sentiments, les premières sensations de glisse, le maniement d'un palais, voilà, découvrir le hockey. Et c'est des fois, quelquefois, c'est compliqué de les accompagner à la patinoire. Bon, on se propose avec cet outil d'aller pouvoir faire découvrir ce sport dans certains quartiers, dans certains secteurs, dans certains endroits où on a moins la possibilité de découvrir le hockey et puis de permettre à nos joueurs de mettre en évidence leurs habilités sur ce type de support. Et pour nous, voilà, c'est un élément fort et qui nous permettra de faire connaître un peu plus notre beau sport. Oui, pour le rendre plus accessible, rendre la patinoire plus accessible à tous. Et pour les petits, je crois que c'est pas mal aussi pour apprendre le maniement de palais. Pour Tom, ça marche ?
Ouais, sûrement. Jamais essayé encore. C'est le tout petit, enfin c'est votre petit, non, c'est votre grand d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a une deuxième petite, qui fait du hockey alors. Tom, oui, et la petite, pas encore, elle est encore très jeune. Oui, on joue bien au hockey avec les garçons et les filles. Hein. C'est vrai que les petites filles, elles chahutent bien aussi, c'est ça. On a hâte, bien évidemment, on y sera sur ce retour de la Ligue Magnus. Alors vendredi, en plus, nous avons décidé durant cette période de sommeil pour le hockey de travailler très fort sur une énorme animation. Donc on va avoir un show exceptionnel avec des... Encore plus que mais là, une célébration avec pyrotechnie, c'est ça? Pyrotechnie, avec un décor qui nous a été préparé par un décorateur professionnel qui travaille beaucoup pour Disney, pour les parcs d'attractions. Donc c'est un énorme décor qui va venir animer pendant 5 minutes l'entrée des joueurs. Pour nous, c'est une première au monde, je crois, puisque aucun autre club n'avait fait ça. Pour nous, c'était le travail de plusieurs mois, c'est un bel investissement et on espère qu'il y aura cet effet waouh que nous attendons chez nos supporters. Ils le méritent aussi, vos joueurs. On attend des buts. En plus d'être un très bon capitaine, vous êtes aussi un très bon joueur qui marque beaucoup, comme la saison passée notamment. Donc il faut continuer. C'est un ancien joueur d'Amiens, c'était l'ancien capitaine d'Amiens. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, comment on se retrouve? Vous avez choisi votre camp. Ouais, non, mais on se retrouve, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis pas Amiens, mais c'est encore toujours spécial de jouer contre eux, c'est sûr. Et vous avez plus joué à Grenoble désormais? Maintenant, oui. Oui, ouais, ça y est. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va tout de suite regarder tous les événements qui nous attendent aussi pour le week-end prochain. Amateurs de course à pied, ce week-end est pour vous. Samedi, les participants au triathlon du lac de Paladru s'élanceront pour 1700 mètres à la nage, 76 km de vélo et 17 km de course à pied par équipe de 3. Départ programmé à 9h45 en tenue, prêt à plonger. Et dans la foulée, dimanche, la 4e édition des 10 km de Saint-Martin-d'Air vous attend. Enfin, le Saint-Max Trail sur les hauteurs de Pontcharrat vous offre 2 courses au choix, une de 10 km et l'autre de 16 à la découverte du Grésivaudan. Départ 9h30 à l'assaut de la montagne. Le FCG fait son retour au Stade des Alpes après sa déception le week-end dernier à Aurillac. Une défaite que l'équipe va tenter d'effacer contre Bayonne vendredi à 20h45. L'Aviron bayonnais 4e reste sur 3 victoires d'affilée, un gros morceau et un choc qui s'annonce pour les rouges et bleus. Il y aura aussi du bruit du côté de la patinoire Pôle Sud pour le début de la saison en Ligue Magnus. Les brûleurs de loups recevront Amiens, il sera donc impératif de bien commencer, coup d'envoi à 20h dans une patinoire remplie de supporters. Dans la limite, bien évidemment, des jauges. Et on espère bien sûr une patinoire bien remplie d'ici à la fin de saison, si tout va bien. Avec vous, merci de votre fidélité. Bravo Florian, encore à très vite. Et bonne chance à vous tous. Très belle saison à tous. Et merci à vous. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.